GT World Challenge Europe Endurance Cup a connu sa conclusion le week-end dernier sur le circuit catalan de Barcelone avec la victoire d'une voiture inscrite en Gold Cup avec la McLaren 720S GT3 Evo numéro 58 du Garage 59 piloté par Dean McDonald, Louis Prett et Adam Smollet. Mais le titre Endurance Cup au général est revenu au Rutronic Racing et à la Porsche 911 numéro 96 de Sven Müller, Patrick Niederhauser et Alessio Picariello au terme d'une finale à suspense pour l'obtention du titre. On va y revenir dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Je serai pour cela avec Laurent Mercier. Nous étions tous les deux près de Barcelone pour vivre cette finale. Et nous allons donc passer en revue un tout petit peu cette saison 2025 Endurance Cup après avoir fait il y a quelques semaines le débriefing du volet Sprint Cup. Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. C'est parti. Laurent, salut. On est rentré de Barcelone en début de semaine après une finale du GT World Challenge Europe Endurance Cup qui a donc consacré, comme je le disais en introduction, Rutronic Racing et la Porsche pilotée par Sven Müller, Patrick Niederhauser, Alessio Picariello. Un sacre au terme d'une finale où plusieurs équipages étaient encore en lice, avec notamment la Mercedes numéro 48, la fameuse Mamba du team Mindfighter, avec Luca Sauer, Matteo Cheroli et Maro Engel qui échouent pour un petit point au final au classement général de cette Endurance Cup. Hugo De Wild, Kelvin van der Linde et Charles Wirtz qui terminent 3e à 10 points des champions et de la Porsche Rutronic Racing. Laurent va donc faire un peu le bilan de cette saison en commençant forcément par cette finale. Une finale où on a vu un déroulé de course qui a un petit peu basculé lors de la neutralisation sous voiture de sécurité dans la première heure, avec un choix de séquences d'arrêt différents entre plusieurs équipes. Et c'est là où les deux rivaux pour le sacre se sont un peu retrouvés dans le peloton, et au final ça a été plus une lutte à distance qu'une réelle bagarre en piste, portière contre portière, comme on aime à dire, entre les deux protagonistes. Ouais, salut Pierre, c'est clair. Et encore une fois, dans une course, faut que tu aies des neutralisations pour mettre un petit peu le bazar. Parce que plus le temps passe et plus c'est compliqué de faire de la stratégie dans les courses, parce que plus les règlements sont cadenassés. Et c'est sûr que quand tu as soit de la pluie, soit un accident, soit une neutralisation qui permet de faire des relances, bah forcément, ça peut modifier les stratégies. Et en plus, comme tu l'as dit, tout dépend aussi quand est-ce qu'arrive cette première neutralisation, si ça arrive à peu près au moment de la fenêtre pour changer de pilote et ravitailler. Donc c'est sûr que la finale de Barcelone a été assez, je sais pas si on peut dire agitée, mais Bah, assez du coup, animée, ça a quoi. donné une hiérarchie totalement bouleversée après cette séquence d'arrêt, donc dans la première heure. Donc, comme tu le disais, pas du tout au niveau des séquences traditionnelles en fin de relais. Et du coup, bah, c'est les voitures en Gold Cup qui se sont immiscées aux avant-postes avec cette fameuse McLaren numéro 58 qui était déjà très très bien qualifiée avec la pole position du trio Adam Smoley, Louis Prett et Dean McDonald. Et cette voiture s'est retrouvée dans le bon peloton et on a vu l'Aston Martin qui était engagée en silver de Valkenhorst truster les avant-postes. Enfin, ça a été un petit peu, les cartes ont été redistribuées. Et au final, cette McLaren 58 a définitivement émergé en tête par la suite pour aller l'emporter. C'est pas forcément la McLaren qu'on attendait sur le papier, Laurent, puisque c'est une voiture inscrite en Gold Cup, même si on sait que les équipages sont souvent très performants. On attendait un petit peu plus de la numéro 59 de Joseph Lock, Marvin Kirchhofer et Benjamin Gutt, mais qui a été éliminé suite à un souci technique lors justement de cette séquence d'arrêt. La voiture n'a pas pu redémarrer, tout simplement. Donc c'est sûr que voilà, cette numéro 58 a parfaitement pris le relais, mais Laurent, globalement, les McLaren étaient plutôt dans le coup le week-end dernier en Catalogne. Je pense que tu peux enlever le mot plus tôt. Elles étaient clairement dans le coup, on l'a vu déjà dès les qualifs, avec des McLaren quand même qui étaient au-dessus du lot, hein, faut appeler un chat un chat. Je veux dire, depuis qu'on assiste, c'était la 7e fois qu'on avait une finale endurance à Barcelone, et le plus gros écart, on l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises durant la retransmission, le plus gros écart était de 4 secondes. Et là, la McLaren termine avec près de 20 secondes d'avance. Donc tu avais McLaren et les autres. Je veux dire, j'ai rien contre les autres équipes. On connaît la pointe de vitesse de Garage 59, on connaît la pointe de vitesse de CSA Racing.
Maintenant, tu prends l'exemple de RJN, qui a une McLaren qui a quand même été transparente toute la saison et qui rentre dans le top 10 en qualif à la moyenne des trois chronos. Tu as Greystone GT qui vient pour la première fois en GT World Challenge Europe, donc qui est quand même le championnat de référence en GT et pareil qui arrive à se qualifier très très bien par rapport à quand même des sacrés Top Gun en face. Donc je pense que les McLaren et en GT4 aussi d'ailleurs, hein, les McLaren, même si on a assisté à des victoires Toyota, mais en qualif les McLaren, enfin la pointe de vitesse et la perte des McLaren, ouais c'est au-dessus. On l'a vu à chaque relance. Hein, faut pas avoir fait de grandes études pour que dès qu'il y a eu des relances et que c'est parti, la McLaren, on l'a jamais revu. On l'a jamais revu. Alors imagine si la 59, comme tu l'as dit, avait pas eu de problème technique assez tôt dans la course. Et il y a aussi eu parce que là on a parlé que de Garage 59, mais la 111 aussi de CSA Racing qui à mon avis avait aussi un bon James coup à Allen a jouer. mené avec la voiture Optimum Motorsport aussi, hein. Exactement, ouais, ouais, avec une Décalé stratégie un exactement. peu décalée, mais oui, oui, à mener. Et oui, les McLaren, enfin, je veux dire, bon, on va pas encore critiquer ces histoires de BOP, ces changements et tout. C'est Pas la aller voiture là-dessus. qui a été pénalisée, Laurent, entre les qualifications et la course par la BOP, mais ça n'a pas fondamentalement changé la donne. Ça n'a pas fondamentalement changé la donne, c'est sûr. À un moment, on a cru quand même que la Ferrari, avec notamment Antonio Fuoco, la 50, qui avoinait comme un sauvage, qui est vraiment bien remonté et qui a fait du Fuoco, parce que Fuoco, c'est quelqu'un qui lâche jamais, peut-être plus encore que Notamment face lui. à la Porsche qui a Mais été titrée, on va y revenir. ouais, avec un Voilà, petit coup, ouais, ouais, notamment face à la Porsche, qui aurait pu ruiner totalement, les efforts de la totalement. Porsche d'ailleurs, hein, avec le pare-choc qui s'est déboîté, puis qui s'est remboîté. Mais c'est passé quand même tout près de la correctionnelle. À part ça, bon après à la deuxième place avec encore une Gold Cup avec la voiture de Almanar by WRT, bah une fois de plus comme à Monza l'année passée, alors que là c'était une Bronze Cup qui s'était imposée, mais là encore bah tu retrouves WRT parce que niveau stratégie WRT c'est quand même du high level et on sait ce qu'il faut faire. Et donc là, ça a fonctionné. Et après, tu retrouves à la troisième place bah, la première voiture qui est une voiture en pro et qui était la BMW qui est la BMW de Rover Racing. Mais on attendait aussi un peu la 51, la Ferrari. Et finalement, c'est la 50 qui a tiré son épingle du jeu avec Ouais. la À 51. 51 encore, Laurent, la malchance, hein, pour le coup, avec la crevaison voilà, Comme ça a d'hab. été le chat noir durant la saison. La finale n'a pas changé la donne, ça c'est sûr. Ça s'est quand même joué à pas grand-chose, comme tu l'as dit Ben, en préambule. Hein. on y vient, Laurent, l'attribution Tout du ça. titre, puis c'est ce qui nous intéresse pour cette finale. Donc Patrick Niederhauser, Sven Muller et Alessio Picariello qui sont titrés pour un petit point, sans victoire. Laurent, comme l'an dernier avec Alessandro Pierguidi, Alessio Rovera, les champions sont titrés sans victoire. On rappelle quand même le bilan de cette Porsche 911 numéro 96 avec une deuxième place au Castellet. Le seul vraiment mauvais résultat de la saison à Monza avec une 21e place. Ensuite, on se souvient, hein, de cette deuxième place aux 24 heures de Spa pour rien face à la Lamborghini Grasseur, mais jamais cette Porsche n'avait pu remonter sur la Lamborghini dans le dernier relais. Troisième place au Nürburgring, et donc cette septième place qui suffit à l'obtention du titre. Et on a vu Laurent, Patrick Niederhauser au top 10, on va dire, en début de son relais. Il savait qu'il devait remonter pour marquer les points suffisants, sachant que la Mercedes numéro 48 était hors des points et visiblement n'avait pas le rythme suffisant pour marquer des points. Donc il fallait absolument pour cette Porsche terminer septième. Autant remonter jusqu'à la huitième place, ça a été plutôt aisé, on va dire, mais Patrick Niederhauser a longtemps buté sur l'Aston Martin du Verstappen.com Racing de Harry King, et finalement il a fallu attendre jusqu'à 9 minutes de l'arrivée pour voir le Suisse passer cette Aston Martin et contrôler les dernières minutes et décrocher ce titre. Et on a vu la joie, hein, de ce trio à l'arrivée. Laurent, tu te souviens l'an dernier, cette voiture avait été particulièrement malchanceuse malgré des prestations plutôt convenables. Et là, cette année, après la déception de Spa, c'est enfin la récompense. Ouais, exactement. C'est enfin la récompense. Et l'année passée, ça a été compliqué. Enfin, tout le monde, je pense, encore en tête le tête à queue au Nürburgring alors que la voiture partait de la pole et c'est là, enfin c'était déjà à Manicourt en sprint où Rutronic avait sorti un petit peu la tête de l'eau et beaucoup de malchance et là écoute ça récompense le travail d'une équipe, trois pilotes qui sont pas les pilotes les plus on va dire c'est l'époque actuelle mais les plus expressifs sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément à eux qu'on pense en premier mais les trois sont solides, les trois ont fait du bon taf. Je trouve que c'est quand même une belle récompense pour Patrick Niederhauser qui a pu rebondir après la fin de l'aventure Audi. C'est une belle récompense aussi pour Alessio Picariello
qui lui aussi a quand même réussi à rebondir après un petit passage à vide et qui doit quand même beaucoup à Porsche Motorsport Asia Pacific, hein, comme on l'a déjà dit. Et puis évidemment, Sven Muller aussi, c'est pareil. Sven Muller, qui a tout le potentiel pour être pilote officiel et pour être platinum, ce qui n'est pas le cas. Et Laurent, la deuxième place donc du championnat pour un point à la Mercedes numéro 48 Manfilter du trio Auer, Keroli, Engel. Pareil, le début de saison a été plutôt cohérent, hein, quatrième au Castellet, premier à Monza, bon, dixième place au 24 heures de Spa, mais ils avaient marqué les points à la sixième heure, deuxième au Nürburgring, bon, on pensait que cette Mercedes, on connaissait aussi que la capacité des Mercedes à être plutôt performante à Barcelone, au vu de l'historique, mais là, cette fois, ça n'a pas suffi. Et en plus, Lucas Sauer et Maro Engel qui cèdent aussi le titre au général, hein, sprint et endurance compris, au duo de la BMW du team WRT, Charles Wirtz et Kelvin van der Linde. Lucas Sauer, Maro Engel qui ont été titrés en sprint l'an dernier. Et cette année, il n'a pas manqué grand-chose, Laurent, aux deux équipiers pour et doubler la mise, notamment en endurance, et au classement cumulé. Non, et puis après, il y a eu aussi cette histoire de pénalité en course, hein. La pénalité c'était quoi, 10 C'était secondes? 10 secondes effectivement pour avoir pris un avantage hors piste et ne pas l'avoir rendu. Voilà. Voilà. Dès le premier virage, lors du départ, et là aussi, bon après, on peut refaire la course, mais tout ça, toutes ces décisions arrivent à mon goût un peu trop tard parce que ça peut modifier aussi la physionomie de la course, mais ça, c'est pas uniquement GT World Challenge Europe, c'est un peu partout. Et donc c'est arrivé tard. Après il y a eu une neutralisation. Quand ils sont arrêtés, ils ont pas pu le faire, ils l'ont pas fait, ils ont pris la pénalité après et ça a un peu déstabilisé tout le monde. C'est dommage que ça se termine comme ça. Bon après ça fait une 13e place au général et évidemment il a manqué un petit rien pour aller chercher le titre. Et avec une Mercedes qui finalement est toujours là, qui a eu qu'une seule évolution en 2020 et qui répond toujours présente, qui a passé tout près du titre aussi en DTM, même si Mercedes a raflé la couronne constructeur. Mais là, bon, voilà. Donc la veille, Mercedes a remporté le titre en GTD en IMSA au Petit Le Mans, et là, là, il a manqué 2 points. Laurent va passer en revue très rapidement les autres champions qui ont été sacrés dans les classes sur cette finale Endurance Cup. On va commencer par la Gold Cup. Sans surprise, Laurent, Thierry Vermeulen, Chris Lulam et Harry King sont titrés avec cette Aston Martin Verstappen.com face au trio de la BMW, on en parlait, la Almanar Racing by WRT, la numéro 777 de Jens Klingmann, Al-Faisal Az-Zubair et Ben Tuck. On avait vu déjà Thierry Vermeulen, Chris Lulam en verve en sprint, Laurent. Bon, c'est la conclusion, on va dire, logique au vu de la saison de cette voiture et de ces deux pilotes qui étaient épaulés par Harry King en Catalogne. Ouais, mais bon, là, on l'a déjà dit à maintes reprises, la bonne surprise, c'est Chris Lulam quand même, qui s'est tapé pour ses débuts l'endurance dans l'Aston Martin et le sprint dans la Ferrari et qui a été brillant aussi bien dans la Ferrari que dans l'Aston Martin. Je rappelle que Chris Lulam fait partie de l'académie, on va dire, de Max Verstappen, le team Redline qui fait du sim racing, et c'est un pilote qui a du sim racing, même s'il avait quand même fait quelques courses, on va dire, dans la vie réelle, mais pas à ce niveau-là. Donc déjà, franchement, chapeau parce qu'il faut le faire. Et oui, cet Aston Martin a clairement dominé la classe Gold et s'est même immiscé à plusieurs reprises, même au général, hein. Il y a eu une très belle prestation au Cross Track 24 heures de Spa déjà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis après, tu parlais de l'équipage de la BMW. Moi, je mets une mention à Ben Tuck, qui lui aussi roule sur pas mal de voitures en cours de saison là, et qui est certainement un pilote un petit peu sous-coté, Ben Tuck, et qui pour moi est aussi une belle saison, une belle surprise. Et Laurent, la troisième place de cette Endurance Cup Gold Cup pour CSA Racing avec Simon Gachet, Arthur Rougier et James Kell. Sur cette McLaren numéro 111, Laurent, on enchaîne très rapidement avec la Silver Cup en Endurance Cup avec Jarod Waberski, William Moore, Mex Janssen qui sont sacrés sur la voiture Century W numéro 42. C'est encore une deuxième place en revanche pour César Gazo, Aurélien Panis. Après leur deuxième place en Silver en sprint, ils étaient épaulés en endurance par Loris Kabirou. C'est la marque de la régularité pour César Gazo, Aurélien Panis qui roulent depuis un petit moment ensemble, mais qui du coup décrochent le titre cumulé en Silver Cup. C'est là aussi plus qu'une consolation, on va dire, pour l'équipage de la Mercedes numéro 10, qui a été présente du coup tout au long de la saison au vu de ses deuxièmes places dans les deux séries. Bah, c'est mieux que la 9, Et mieux que la la 9. voiture en haut.
Qui est encore Parce que, abandonné sur un problème parce que technique. la 9, Voilà. là, ah ouais, là, la 9, c'est chat noir sur chat noir. Pourtant, bon, l'équipage là aussi est quand même suffisamment solide avec Max Goetz, Michael Grenier et Maxime Martin. Mais là, ouais, là, c'est une saison à oublier pour la 9, qui n'est pas, bon après ça change pas grand-chose, mais qui n'est pas engagée sous la bannière Mercedes AMG comme peut l'être la voiture de Winward par exemple, ou la voiture de Gatsby. Pour la voiture Silver, écoute, bonne prestation de Loris Cabirou, qui contrairement à Aurélien Panis et César Gazo, qui eux connaissaient bien la Mercedes, ce qui n'était pas le cas de Loris Cabirou, et qui a rempli sa mission. Et ouais, là aussi, il leur a manqué un petit rien à cette voiture Silver. Après, le niveau est relevé et ça n'aura pas suffi pour le titre endurance. Et on conclut ce palmarès, Laurent, avec la Bronze Cup et le titre pour Conrad Lorsen, Dennis Marshall et Dustin Blattner. Bon, Laurent, tout sauf une surprise au vu des résultats précédents dans la saison. Hein. Victoire au Paul Ricard, victoire aux 24 heures de Spa. Bon, c'est vraiment la campagne parfaite pour Kessel Racing en Bronze Cup, puisqu'il y avait déjà eu le titre sprint pour Dennis Marshall et Dustin Blattner. Et du coup, Laurent, c'est cette équipe Kessel Racing qui récupère cette fameuse invitation décernée pour les 24 heures du Mans 2026. Ouais, et ça va sauver un peu le comité de sélection des 24 heures du Mans, parce que je pense que Kessel Racing aurait certainement eu un ticket de par sa fidélité. Et ça va permettre à une autre équipe, finalement, d'entrer aux 24 heures du Mans. Il y a une invitation, c'est Kessel qui la prend, et comme ça, on aura une autre équipe qui sera invitée via le comité de sélection. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, domination. Dustin Blattner fait partie des meilleurs bronzes. Alors, il fait tellement partie des meilleurs bronzes qu'il reste bronze l'année prochaine. Ça, c'est encore un truc à essayer de comprendre, mais bon, bref. Et Dennis Marshall, métronome, parfait. Dennis Marshall, la Porsche, la Ferrari, l'Audi, Dennis Marshall, valeur sûre. Pour moi, ça fait aussi partie des pilotes qui sont sous-employés et sous-cotés. Denis Marshall. Et quand tu vois ce que fait Denis Marshall avec Kessel Racing par rapport aux Ferrari à F Corset, notamment en essai, je pense qu'il y a eu aussi quand même quelques loups sur les Ferrari de chez F Corset, parce que il a mis par Ouais, terre. c'est. C'est tout. Oui, 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 bah Non, surtout en il a mis qualification. par terre Hein. en Sur essai. l'instant Sprint Cup, on voyait souvent la Ah ben, 74 très très haut dans les séances réservées il à a Denis dosé Martin. il a dosé tout le monde. Alors, est-ce que chez Kessel, on en a montré plus qu'on en montre chez AF Corset? Ça, je sais pas. Parce que les pilotes AF Corset sont quand Oui, même suffisamment solides, tous autant qu'ils sont. Mais force est de constater que Kessel Racing a quand même pris le dessus assez facilement par rapport à Ed Corset, qui a une oui, saison oui, oui, oubliée oui. d'ailleurs, Bah, Ed quand on Corset. voit sur le papier, c'est sûr que c'était. Ouais, On l'a mis exactement. en Bah, sprint, hein, ça, déjà. on va pas revenir dessus, puisque du coup, effectivement, le bilan est vraiment le même, hein, du coup, pour F Corset. Avec des équipages, notamment la 51 qui n'a pas brillé, hormis sa troisième place aux 24 heures de Spa. Mais hormis ça, Vincent Abril allait sur Rovera qui était épaulé en Barcelone par Yeffier en remplacement d'Alessandro Pierguidi. Il n'y a pas eu encore de miracle malheureusement pour cette voiture. On vous invite à aller lire l'interview de Vincent Abril qui donne quelques explications pour certaines de ces contre-performances. Et le point de vue du monégasque est toujours intéressant à lire. Et réécouter le podcast sur le bilan de saison GT World Challenger. Tout à fait, comme ça vous aurez l'ensemble, le point de vue complet entre le sprint et l'endurance dans ce numéro actuel de Track Limit by Minerva Oil. Laurent, très rapidement un petit bilan comptable, 5 vainqueurs différents en Endurance Cup cette année. Il n'y a donc pas de Ouais. victoire pour les champions. Un seul point d'écart au classement final de cette Endurance Cup 2025. Une saison, Laurent, on va tirer un bilan vraiment là cette fois global de cette Endurance Cup. Le championnat se porte bien, on le voit Laurent, au nombre de voitures engagées, on le voit justement à cette diversité de voitures qui gagnent. Il y a quand même des points très très positifs alors on sait que le contexte économique n'est pas toujours évident, hein, on nous le rappelle souvent quand on est effectivement dans les paddocks, Laurent, mais force est de constater que l'Endurance Cup reste le championnat majeur en GT3 en Europe sur la partie vraiment endurance. On peut aussi dire qu'on a que des équipes différentes vainqueurs, hein, entre WRT, Winward, Grasser, Rovet et Garage 59. Donc là aussi, ça ajoute un peu de diversité, même si BMW s'est imposé à deux reprises en endurance. Si tu fais le bilan comptable sprint plus endurance,
Bah, la marque qui s'est imposée le plus, c'est quand même et BMW hein, sur les 15 courses. Et après, tu dois avoir 3 victoires McLaren, 3 victoires Lamborghini, 2 victoires Mercedes et 1 victoire Ferrari, 1 victoire Porsche. Donc McLaren a quand même passé un step encore hein, cette année, hein, avec plus de voitures et plus de bons résultats. Oui, on sait que Rob Bell a repris la main un petit peu, Laurent, hein, sur le customer racing de cette marque britannique, qui est présente depuis le début, hein, mais on se souvient, la MP412C, la 650S n'étaient pas forcément les voitures les plus diffusées. Et là, avec la 720S, on sent un élan différent, et ben, le travail semble effectivement porter ses fruits. Ouais, mais il y a plus d'équipes, tu vois, avec l'arrivée de CSA Racing, avec ces deux McLaren qui a quand même fait de belles choses. Donc oui, oui, c'est plutôt de bon augure avec l'arrivée de, bah, enfin avec oui, l'arrivée de Rob Bell, même si Rob Bell était déjà chez McLaren, mais c'est forcément un plus. Et les bons résultats de la 720S GT3 Evo, bah ça va peut-être inciter d'autres équipes à faire confiance à cette McLaren à l'avenir. Laurent, on en discutait avec Laurent Godin notamment. Vous pouvez écouter le podcast qui a été diffusé il y a quelques jours sur notre site internet avec vos questions, hein, que vous avez adressées à Laurent Godin, manager général des CrowdStrike 24 heures de Spa, et Jean-Michel Barthes, le team principal de Come2You Racing. Le championnat cherche à toujours rester évidemment à son niveau. Il y a quelques points qui demeurent toujours à améliorer évidemment, notamment par rapport que ce soit au circuit ou à certains éléments autour de l'organisation. Mais globalement, c'est très solide, hein, des retours qu'on a des différents patrons d'équipe. Sur ce point de vue-là, SRO a encore franchi un step. On sait qu'il travaille beaucoup, notamment à l'ouverture par rapport au public. Et on voit, hein, que même les 24 heures de Spa ont encore franchi un step en termes de fréquentation. On espère évidemment que la série poursuive sur cet élan dans le clan SRO. C'est sûr. Maintenant, enfin, tu le sais comme moi, parce que on était tous les deux à Barcelone, et quand tu vas discuter avec les équipes qui sont là cette année, et que tu discutes par rapport à l'année prochaine, alors évidemment, on nous a pas donné tous les équipages parce que tout n'est pas encore ficelé, mais tu seras d'accord pour dire que 95% des gens qui sont présents cette année veulent Oui, revenir l'année oui, oui. prochaine. Bah, ça rejoint le point précédent. C'est sûr que bah, l'attrait qu'a le championnat, avec évidemment les 24 heures de Spa, mais aussi des destinations qui sont connues et appréciées, hein, des équipes et des pilotes, bah, toujours cette attirance pour cette série, c'est certain. Bon, par contre, je pense qu'il faut quand même s'attendre à quelques changements au niveau des équipes, au niveau des châssis, des équipes qui changent de marque, ou des pilotes officiels qui peuvent passer d'un constructeur à un autre, hein. C'est d'ailleurs, on peut peut-être en profiter pour dire, c'est un peu pour ça qu'on a aussi ouvert une nouvelle rubrique, on va dire, un peu de Radio Paddock sur Endurance Info, où on fait part aux abonnés des petites choses qu'on peut entendre ou qu'on peut supputer dans le paddock pour vous filer un petit peu des petites infos et qu'on les garde pas spécialement pour nous, et comme ça vous en avez la primeur aussi. Alors c'est pas forcément des rumeurs, hein. C'est des choses qui sont bien avancées, c'est des choses qu'on a entendues, ou c'est des choses qui sont finalisées mais qui n'ont pas encore été annoncées. Et c'est sûr que je pense que, enfin c'est sûr qu'il y aura quelques changements l'année prochaine par rapport à certaines équipes, ouais. Et on sait, Laurent, hein, que 2026 verra également plusieurs nouveautés. On parle notamment de l'arrivée de la nouvelle Lamborghini Temerario GT3, hein, qui doit remplacer. Alors, logiquement, si le calendrier est tenu par Lamborghini, la voiture doit débuter aux 12 heures de Sebring en mars en IMSA. On peut potentiellement espérer qu'elle soit déjà présente en GT World Challenge Europe. Et donc ça sera une des grandes nouveautés sur le plan voiture pour 2026. Donc ça sera évidemment un point à suivre à partir de cette intersaison, voir si cette nouvelle voiture peut également attirer, comme tu disais, bah, des changements au sein des équipes. Ça, c'est certain. Ouais, et puis tu as aussi donc la Ferrari qui va évoluer avec la 296 GT3 Evo. Vous avez été plusieurs à nous poser la question, parce que enfin, vous avez posé plusieurs fois la question à Barcelone que avec le kit Evo, que maintenant la voiture dépassait le million d'euros. Pour être honnête, on s'est renseigné auprès de deux trois personnes et a priori non. On resterait en dessous quand même. Alors après, évidemment, si on prend toutes les options, Oui, peut-être qu'on y arrive, mais le prix de base, si tu veux, avec le kit, qui doit coûter un peu plus de 100 000 euros,
quand même. Mais c'est quand même une grosse évolution par contre, hein. Là, on parle pas juste d'un lifting avec deux clignotants et Extérieurement, au premier regard, on pourrait penser que c'est très léger, on va dire. exactement. Et vous pouvez aller relire toutes nos interviews avec l'encadrement Ferrari et l'analyse un petit peu de cette 296 GT3 Evo que nous avions fait en marge des 24 heures de Spa. Il y a quand même beaucoup de changements. Donc forcément, il y a quelques évolutions bien nettes par rapport à cette 296 version actuelle. Ouais, et on aura aussi la Oui, version Evo de la Porsche oui. également, qui a déjà roulé elle en compétition en championnat Creventic, notamment à Spa-Francorchamps. Donc là aussi, version Evo de la Porsche. Alors est-ce qu'on aura des nouvelles équipes avec Porsche? Entre nous, je pense que oui. Maintenant, là aussi, alors c'est assez paradoxal ce que je vais dire là, mais il n'est pas possible d'avoir 10 Porsche. Même s'il y a 10 équipes qui veulent commander 10 Porsche, pourtant, je ne sais pas combien elle va être en totalité, mais à 700 000 euros peut-être. Si t'as 10 équipes qui veulent acheter 10 Porsche, c'est pas possible parce que Porsche n'est pas en mesure de Ce qui fournir. était déjà un souci avec l'actuelle voiture Laurent depuis quelques temps. Ouais, mais ce qui, moi, m'a toujours étonné d'un Oui. constructeur, on va dire généraliste, de pas être en mesure de fournir tant de voitures. Ça, c'est le truc un peu compliqué à comprendre, mais bon, surtout dans une période compliquée où il est difficile de séduire des équipes, là, tu peux en avoir et quand tu vas aller toquer au camion chez Porsche, on va vous dire, bah, monsieur, désolé, mais la voiture, vous allez pouvoir commencer avec le modèle actuel et on vous la donnera en cours de saison. Quand tu vois le prix du bazar. Bon, ça fait un peu tiquer, mais donc on a ça, on a la Lamborghini Temerario, tu l'as dit, et après au niveau des Evo, on a aussi la Ford normalement qui devrait évoluer, même si là on n'a pas c'est pas tout vraiment ce qui va se passer. Et le reste, ça va se maintenir. Mercedes, il faut pas y compter pour l'instant. Je donne d'ailleurs quelques petites infos croustillantes sur la remplaçante de la Mercedes AMG GT3 dans nos histoires de radio paddock là, mais c'est pas pour tout de suite. Donc voilà, donc les équipes vont aussi pouvoir prolonger la durée de vie des voitures actuelles. Et après, est-ce qu'il y a des équipes qui vont changer de marque? On vous l'a dit, oui. Et maintenant, il reste plus qu'à attendre les officialisations des uns et des autres. Laurent, un autre point que nous abordons dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, c'est forcément la balance de performance. Laurent, on a vu dans plusieurs, lors de toutes les courses de cette Endurance Cup, on a eu pas mal de changements de balance de performance, également en sprint. Comment tu analyses un petit peu la situation? On a quand même 5 vainqueurs différents, on l'a dit un petit peu plus tôt dans ce podcast. On a quand même des voitures qui ont de temps en temps été largement au-dessus du lot. Reprenons l'exemple de la McLaren lors du meeting de Barcelone. Comment tu analyses un petit peu cette BOP sur cette campagne Endurance 2025? Alors déjà, je suis pas un G, donc donc déjà, moi je vois des chronos et je vois comme tout le monde des voitures tourner en rond sur un circuit. Bon, moi je trouve que, alors on en avait discuté, hein, souviens-toi Pierre, lorsqu'on avait fait le podcast avec Laurent au Nürburgring, qui nous avait bien précisé que maintenant il fallait que tout le monde se situe à peu près en un dixième de seconde, tu vois, qu'on avait réduit l'écart. Maintenant, je peux pas. D'un côté, je peux être mécontent de certaines choses, mais d'un autre côté, on a beaucoup de vainqueurs différents. Donc, si tu veux, je suis pas très crédible à la limite de dire que c'est pas bien. La seule chose que moi je reproche, c'est que il y a trop de changements. Il y a trop de changements au cours de meeting. Maintenant, tu es devant en qualif, tu prends du poids, donc tu bosses pour avoir une certaine voiture dans certaines conditions, puis après on t'en rajoute. Après, on peut te changer le boost, comme dirait Claudie Faucon, c'est excessivement énervant. Contrairement à certains championnats comme le championnat du monde d'endurance, où là par contre on change pas les BOP en cours de meeting. Bon là, c'est un peu comme le DTM, hein. On change les BOP en cours de meeting. Il y a même des fois où tu les changes même avant que ça roule. Donc quand t'en as une avant le week-end, ça n'a pas commencé à rouler qu'on te change déjà la bob. Donc déjà là aussi, je comprends pas tout. Donc peut-être qu'à un moment on a pu en vouloir aux équipes qui cachaient leur jeu, qui montraient pas tout. Mais maintenant t'es devant, t'es pénalisé. Donc il faut l'accepter. Il faut accepter aussi, et ça, enfin, c'est là où moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Il faut, enfin, on peut pas dire que ce soit du sport à 100%, parce qu'on sait jamais réellement si c'est le meilleur qui gagne à la fin, et ça, moi, ça a le don de me frustrer. Mais bon, c'est comme ça. Il y en a partout des BOP, donc il faut faire avec. Et il faut aussi maintenant arriver à comprendre que c'est un sport, mais que c'est aussi un show et qu'il faut garder tout le monde et que si les constructeurs viennent, ils savent qu'il y a une BOP, ils savent qu'elle peut changer, donc à la limite, c'est qu'ils acceptent les règles du jeu. Maintenant, qu'on change souvent, là, je suis un peu plus
un peu plus, comment dire, dubitatif. Et en plus, on change, mais on change quand tu changes je sais pas, je te prends l'exemple, tu changes pour la McLaren, bah tu changes pour toutes les McLaren. Tu changes pour une Mercedes, tu changes pour toutes les Mercedes, c'est-à-dire aussi bien celle qui est en pro que celle qui est en silver. Alors, regarde, en début de saison, l'Audi, il n'y en avait pas en pro, il y en avait qu'en silver et en gold. Bah, les Audi, au début, elles avaient encore une BOP qui était plutôt pas mal. Bah, même si elles n'étaient pas dans la catégorie pro, elles avaient encore un rôle à jouer. Et on a vu que ça a quand même assez nettement, on va pas dire gueulé, mais il y en a quand même qui s'en sont plaints. Bah, en deuxième partie de saison, c'était plus compliqué pour les Audi. Alors, à l'exception évidemment de Barcelone, là où évidemment les conditions de course ont fait que bah, tu as une Audi en silver qui termine cinquième au général. Certes, si tu avais une Audi en pro, je suis pas persuadé que les Audi auraient eu la même BOP. Donc bon, voilà, il faut faire avec. Laurent, pour conclure ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, on va vous donner nos plus et nos moins de cette saison 2025. Laurent, je te laisse débuter pour voir qu'est-ce qui t'a vraiment plu et qu'est-ce qui t'a moins plu. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment plu sur cette saison 2025? L'événement au complet des 24 heures de Spa, qui est un événement à part entière dans la saison, mais où il y a tout, concert, ouverture quand même, les pitwalks, la piste qui est ouverte, la parade qui est gratuite et où tout le monde peut voir toutes les voitures. Le côté hors course des 24 heures de Spa, c'est-à-dire le côté événement au sens large du terme, qui pour moi a encore pris un step positif cette année, avec beaucoup d'actions, beaucoup d'expos et puis des paddocks qui sont garnis avec le Lamborghini Super Trophy Europe, la GT4 European Series. Si tu viens avant, t'as la SRO Speed Week. Tout ça fait que ouais, là, tu vois, petit à petit, je sais que c'est un peu Rome ne s'est pas fait en un jour et c'est un peu il faut mettre chaque pierre chaque année. Mais là, franchement, je trouve encore que cette année, ça a encore franchi un step. Il y a aussi, alors ça, c'est plus mon côté journaliste, la facilité de travailler dans le championnat pour voir les équipes, sauf si, alors ça c'est un peu, je le fais un peu, c'est un peu ironique, hein, mais sauf s'il y a Valentino Rossi, où là c'est un peu plus compliqué, mais ça peut se comprendre parce que sinon le pauvre il ferait ça toute la journée. Donc c'était juste pour la petite blague. Mais la facilité de travail pour aller voir pour voir les équipes, voir les pilotes. Je pense que ça tu seras d'accord avec moi parce que tu es dans le même bateau que moi. C'est assez facile quand même de voir les différentes personnes, les différentes équipes, les team managers, pilotes. Et ça, je trouve que niveau ambiance là-dessus, franchement, il y a strictement rien à redire. Bah, c'est un championnat de compétition client, hein, donc c'est un peu plus facile que des championnats où il y a des constructeurs. Et c'est un petit peu, c'est un petit peu à l'identique. Je sais pas, je prends le cas de l'European Le Mans Series par exemple, où c'est la même chose, où c'est assez facile de voir les gens. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la dernière, on a souvent critiqué dans le passé les histoires de limites de piste qui étaient dépassées et tout. Bon, maintenant, il y a toujours autant de limites de piste. Par contre, il y a des sanctions avec les caméras et il n'y a plus de débat sur le sujet. Donc, même s'il peut encore y avoir certainement peut-être encore des peut-être une pénalité qui passe par-ci par-là alors que le pilote pouvait pas faire autrement et tout, mais vraiment dans l'ensemble, on n'a pas vu grand monde se plaindre par rapport au track limit. Par contre, on a vu beaucoup de pénalités. Si on faisait payer 100 euros la track limit, je pense que Sero gonflerait nettement son compte en banque. Rien qu'avec Zygo Sport Tempesta d'ailleurs. On a pris beaucoup toute la saison. Mais ça fait partie des plus pour moi où maintenant il y a moins de débats sur les track limits. Et toi, du coup? Et pour ma part, je vais mettre un plus à Patrick Niederhauser. Alors, je ne peux pas oublier évidemment Alessio Picariello et Sven Muller parce qu'ils ont décroché le titre tous les trois en Endurance Cup, mais je mets quand même un plus un petit peu particulier à Patrick, qui est, comme on le disait, c'est pas, les trois ne sont pas les plus connus, les plus démonstratifs des pilotes du Giron Porsche. Mais Patrick Niederhauser est quelqu'un de très attachant hors du baquet, hors des circuits. Et je trouve que ce titre Endurance Cup est vraiment une juste récompense pour lui. Voilà, il a fallu, comme tu disais, rebondir après la fin de l'aventure Audi. Il était déjà passé tout près de gagner les 24 heures de Spa en 2020. Il est passé tout près de les remporter cette année. Et là, enfin, il concrétise avec ce titre et ça valide son choix et la possibilité que lui a donné Porsche d'être intégré à son pool de pilotes.
Donc voilà, pour tout cet ensemble, Patrick mérite ce plus. Je mettrai un plus évidemment à Grasser Racing Team et à l'équipe de Gottfried Grasser qui a enfin décroché les 24 heures de Spa après 10 ans de recherche de cette victoire. C'était également un peu le chant du cygne de la Huracan GT3, donc il y avait une belle histoire qui a été écrite par l'équipe autrichienne et par les pilotes, hein, Mirko Bortolotti, Luca Hensler et Jordan Pepper. Je suis d'accord avec toi, hein, le meeting et la course des 24 heures de Spa, l'événement en lui-même, c'est toujours incroyable. Voilà, je voulais quand même mettre l'accent sur Grasseur parce que c'est une aventure qu'on suit Laurent depuis 10 ans, hein, on les côtoie depuis très longtemps. On les a vus progresser, on les a vus parfois dans des situations un peu compliquées. Et là, bon, ils ont réussi à enfin décrocher quasiment ce qui leur manquait, hein, en GT World Challenge Europe, puisqu'ils avaient déjà été très très haut dans les palmarès. Et Laurent va passer au moins. Alors du coup, je vais commencer et tu pourras conclure. Dans les moins, alors malheureusement, hein, je vais mettre AF Corset, malheureusement pour eux. C'est vrai qu'on disait, hein, sur le papier, le trio Vincent Abril, Alessio Rovera, Alessandro Pierguidi, en début de saison, on se disait ça va être compliqué à aller chercher, sachant que Alessio Rovera, Alessandro Pierguidi étaient tenants du titre. Et en fait, ça n'a pas fonctionné. Il y a le podium aux 24 heures de Spa, mais en dehors de ça, il n'y a pas les résultats qu'on était en droit d'espérer de cette Ferrari numéro 51. Donc c'est un petit peu dommage. Remet évidemment pas du tout en cause ni la qualité des pilotes, ni la qualité d'AF Corset, hein, qui reste quand même l'équipe qu'on connaît. Mais voilà, là la mayonnaise n'a pas pris. Alors il faudra voir si l'an prochain on relance un tel équipage avec un tel programme, puisque on rappelle que Vincent Bril allait sur Rovera disputer l'intégralité de la saison sprint et endurance. Et le deuxième moins, c'est pareil, il est un petit peu inattendu, c'est la Mercedes numéro 17 de Get Speed avec Jules Gounon, Fabian Schiller et Lucas Stolz. Pareil, sur le papier, que dire, hein, que dire des trois pilotes, que dire de l'équipe. On sait qu'ils savent faire fonctionner cette voiture, mais au final, il n'y a pas un podium cette année. Donc compliqué, je pense qu'il y a eu beaucoup de malchance aussi pour cette voiture. Et c'est dommage parce qu'il mérite tellement mieux que ce résultat comptable où il n'y a pas un seul podium, même pas un top 5. C'est vraiment pas du tout représentatif de la qualité notamment des pilotes. À toi Laurent pour conclure. Alors pour les points négatifs, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir dessus, mais les incessants changements de BOP sans forcément explication et donc on sait pas trop à quel sens vouer, on sait pas trop pourquoi. Enfin bon, bref, donc le côté un peu opaque du truc et que ça change quand même souvent et ça, bon, voilà, mais ça c'est comme ça. La deuxième chose, c'est pas tellement un point négatif, c'est que c'est juste que ça peut être difficile à comprendre pour ceux qui regardent les courses, c'est le système de qualification en sprint où il y a deux groupes, ce qui est logique parce que les deux groupes, pour éviter qu'il y ait trop de voitures en piste en même temps en qualif, sachant que les circuits sprint sont quand même des circuits un petit peu plus petits que peuvent l'être Spa, Monza ou Barcelone ou Paul Ricard. Donc c'est un peu l'ordre des pilotes et on peut se retrouver comme on l'a déjà vu on en parlait tout à l'heure avec Dennis Marshall qui roule en Bronze Cup et qu'on peut retrouver en pôle. Alors c'est bien parce que ça fait voir d'autres équipes, hein, ça, je suis tout à fait d'accord. Mais la façon dont est faite les qualifs, on sait que la pole se fait souvent, alors, en fonction évidemment des conditions météo, souvent en Q2. Donc ça, je trouve que le fait de voir assez régulièrement des voitures Bronze Cup qui soient devant, alors c'est bien parce que ça peut être c'est les pilotes pro qui partent, mais comme après ils ont un temps d'arrêt, donc ça peut bouchonner un peu sur la piste et je trouve que c'est pas forcément très très lisible. Bon, c'est un petit moins, hein, c'est juste mon avis perso. Et puis la dernière chose, c'est quand même qu'on a failli mourir dans la cabine en 24 heures de Spa quand même, avec la chaleur. Et ça, Voilà. c'est le point le plus grave de la Mais course. bon, t'es là pour en parler, donc au final, l'issue est bonne. Je suis là pour en parler, je suis là pour en parler. Voilà, sur ce coup-là, Thomas Bastin, local de l'étape, pas bon, hein, parce qu'on a failli mourir, hein. En plein soleil, en plein cagnard, on nous dit tout le temps qu'il pleut à Spa. Et là, je pense qu'il faisait 60 degrés dans la cabine. Même les C'est pilotes, vrai, ils c'est pouvaient pas vrai. être dans leur voiture.
Ce que disait Vincent d'ailleurs, Abril. Donc, si tu veux, les mecs voulaient même plus venir en disant non, non, nous on préfère rester dans notre voiture même s'il fait chaud. Voilà. Donc ça, c'était pour la blague, hein. Évidemment, c'était pour la boutade. Écoute, donc voilà. Non, non, je trouve qu'on a quand même eu dans l'ensemble une belle saison. Laurent, c'est le mot de conclusion de ce numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info consacré au bilan de cette saison 2025 en GT World Challenge Europe Endurance Cup, une finale qui a eu lieu il y a quelques jours à Barcelone. Et on vous le rappelle, qui a consacré Patrick Niederhauser, Sven Müller et Alessio Picariello et le Rutronic Racing. Laurent se donne rendez-vous très rapidement dans un prochain numéro de Track Limit. On vous encourage à écouter les précédents numéros, notamment les questions que vous nous aviez adressées à destination de Laurent Gaudin et Jean-Michel Barthes. Le podcast est déjà en ligne depuis quelques jours. Ils nous auront en toute logique des podcasts consacrés prochainement, notamment à la dernière manche du championnat du monde d'endurance, les 8 heures de Bahreïn. Thibaut Villeman sera sur place et pourra nous faire évidemment le débriefing en plus de toute couverture habituelle sur le site internet. Laurent, merci pour ce débriefing et puis on se donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit. Merci, à bientôt.